Oui, j'ai regardé Squid Game, mais j'ai une excellente excuse. Il se trouve que j'ai maintenant un ami qui est professeur de physique-chimie dans un collège. Et au-delà du fait que je trouve ça hyper cool d'avoir un ami prof, ça me permet surtout de rester au courant des centres d'intérêt de ceux qui sont l'avenir de la nation. C'est donc en apprenant avec délice que nos chères têtes blondes jouaient depuis la rentrée à une version d'1, 2, 3 Soleil où les perdants se font tabasser par leurs petits camarades, que je me suis résigné à regarder la série phénomène Squid Game, troquant ainsi mon anticonformisme reptilien pour le maigre espoir de rester dans le coup malgré la fin de mes études. Bon, au-delà de l'ultra-violence de la série, de ses twists et de ses easter eggs, il y a quelque chose qui m'a immédiatement frappé dès le premier épisode. C'est que c'est le deuxième truc coréen que je regarde cette année. Et force est de constater que Squid Game a un point commun avec le film oscarisé Parasite que j'ai regardé il y a peu, le thème omniprésent de la dette. Dans le film Parasite, que je m'apprête d'ailleurs à spoiler et comme il est excellent je vous conseille de le voir avant de regarder cette vidéo, on retrouve un certain nombre de personnages issus de milieux populaires qui vont parasiter une famille beaucoup plus aisée jusqu'à carrément habiter chez eux. Et là, gros plot twist, en fait il y a déjà une autre famille qui habite chez les gens riches. Et le mari de cette famille est carrément enfermé dans la cave depuis 7 ans et il en est jamais sorti. Mais pourquoi donc se cache-t-il, allez-vous demander? Eh bien, c'est pour échapper à ces usuriers. Le mec est tellement endetté qu'il a été obligé de disparaître de la surface de la planète. Et dans Squid Game, série coréenne encore une fois, on retrouve ce thème-là, puisque nos 456 candidats, ils ont également été arrachés à la société, dans laquelle ils ne pouvaient plus vivre à cause de leurs dettes trop importantes. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Et cette situation, elle les pousse carrément, de leur plein gré, à s'entretuer dans des jeux morbides afin de décrocher la cagnotte qui leur permettra de redevenir solvables et donc humains. Ils n'ont d'autre choix pour revenir à la société que d'en abandonner tous les codes, de renier toutes leurs valeurs, de trahir ceux qu'ils aiment et pour certains d'aller jusqu'à tuer leur moitié. Alors bien entendu, Squid Game, Parasite, c'est des œuvres de fiction. Mais le fait que ces deux succès mondiaux du cinéma coréen de ces dernières années abordent le même thème du surendettement m'a donné envie de regarder ce que représente réellement l'endettement dans nos sociétés modernes. Parce que la dette au final c'est rien qu'une somme d'argent qu'on n'a pas. Et pourtant, il semblerait qu'elle nous déchoisse, oh, c'est abusé là. Il semblerait qu'à cause d'elle, on soit déchu de nos libertés individuelles. Mais pour commencer, regardons un peu les chiffres, afin de savoir si c'est juste un bon thème de film, ou s'il y a bien une réalité qui gonfle derrière tout ça. Quand nos chers politiciens parlent de la dette, ils parlent surtout de la dette publique, c'est-à-dire la dette de l'État qu'ils ont eux-mêmes créée. Oui, parce que du coup, très simplement, le gouvernement, quand il a besoin de financer ses dépenses, il emprunte à des banques, à des sociétés, à des particuliers ou même à d'autres États. Et on en parle souvent en période d'élection parce qu'elle est passée de 55% à 115% du PIB en seulement 20 ans, avec les plus grosses explosions sous les quinquennats de Sarkozy et de Macron. Et pourtant c'est un sujet de prédilection de la droite. Évidemment, il y aurait énormément de choses à raconter sur ce sujet, mais c'est pas ce que j'ai envie de traiter aujourd'hui. On va s'intéresser uniquement à la dette des ménages. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un gros sujet médiatique. Et pourtant, elle aussi, elle a suivi la même évolution. En 2000, les dettes totales des Français représentaient 40% du PIB, et aujourd'hui c'est 80%. Donc en moyenne, les Français sont 2 fois plus endettés qu'il y a 20 ans. Et si on regarde la coupe des patrimoines, on voit bien que le patrimoine financier des Français, il a augmenté en même temps d'à peu près la même valeur. Ok, ça fait beaucoup de chiffres balancés en l'air, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens empruntent plus, donc ils ont plus d'argent à leur disposition. En particulier, ils ont plus d'argent pour consommer, mais aussi pour financer leur avenir. Emprunter, ça peut être financer un projet d'entreprise, un achat immobilier, ou simplement des études. D'ailleurs, dans Squid Game comme dans Parasite, on peut voir que les personnages sont extrêmement endettés parce qu'ils ont lancé des projets de restaurants, etc. qui ont coulé, ce qui a fait disparaître toutes leurs économies et les ont laissés avec un tas de dettes sur les bras. Ouais, c'est pour ça que quand on dit que les mecs qui commencent avec 200 000 $ de leurs parents, ils prennent pas vraiment des risques. Allez voir la vidéo sur le mythe du garage. Bon, certes, un emprunt, ça peut permettre de financer un projet d'entreprise, mais comme moi je viens juste de finir mes études, je pense plutôt prêt étudiant. Car depuis des années, les frais de scolarité sont en pleine explosion. Entre 2006 et 2014, ils ont augmenté de 50% dans les écoles de commerce. En fait, de manière générale, ça fait 20 ans qu'ils explosent toutes écoles confondues, même dans les universités. Et l'explosion du nombre d'étudiants dans les écoles privées accélère encore cette tendance. Ouais, et en plus la courbe que je vous montre, elle s'arrête en 2015, sachant que depuis, il y a eu la réforme de Macron sur les écoles privées et l'université. Autre manière de voir que le coût de l'éducation repose de plus en plus sur les étudiants eux-mêmes, il suffit de regarder la variation du budget alloué à chaque étudiant en France. Alors que le nombre d'étudiants dans le supérieur augmente continuellement depuis 2008, le budget du ministère correspondant est resté sensiblement le même. Donc naturellement, plus d'étudiants, même budget, la quantité d'argent alloué par étudiant est diminuée. Ça veut donc dire que les sous-sous, va bien falloir que quelqu'un les amène. Et quand papa, maman, ils ont pas ce qu'il faut, il va falloir faire autrement. Faire autrement, ça veut dire contracter un prêt étudiant. ASMR de droite.
J'ai vraiment envie de faire un truc ASMR de droite, en reprenant des discours en ASMR comme ça. Si ça vous fait marrer, dites-le moi en commentaire. En 2008, 8% des étudiants avaient contracté un prêt étudiant. En 2012, ils étaient déjà 12% et demi. J'ai beaucoup cherché pour trouver les chiffres exacts d'aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à les trouver, donc si vous les avez, c'est pareil, mettez-les en commentaire. En revanche, l'humanité affirme que rien qu'en 2020, ils ont augmenté de 2%. Le nombre de prêts. D'ailleurs, face à cette explosion de la précarité étudiante, le gouvernement Macron n'a pas eu d'autre choix que de proposer de nouvelles aides pour sortir les étudiants de la misère. Mais non, je déconne! Ils ont juste lancé un grand programme pour augmenter le nombre des prêts faits par les banques envers les étudiants. Logique néolibérale, tu peux pas comprendre. Bon, comme d'habitude, il faut avoir la bonne foi de relativiser un peu. Les emprunts étudiants en France sont faits à des taux extrêmement compétitifs, donc le problème des intérêts il se pose pas trop. Et puis globalement, on a la chance d'avoir l'un des systèmes éducatifs les moins coûteux d'Europe, et des pays développés en fait. Mais faut bien voir que toutes les réformes récentes vont vers la destruction de ce modèle. On essaye plutôt de rejoindre le modèle britannique ou américain. Alors voilà, faut continuer à se battre pour défendre nos droits. Bon, du coup, on a bien montré que l'endettement c'était un problème de plus en plus prégnant dans notre société. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est quoi concrètement les conséquences de la dette des ménages? On va rapidement parler des rapports de force induits par la dette, mais surtout, on va voir comment ces prêts dans tous les sens, contractés avant même l'entrée dans la vie active, ont un effet d'asservissement et surtout de stabilisateur du modèle capitaliste. Parce que la dette, c'est avant tout un rapport de force. La philosophe Nathalie Sartou-Lagus, philosophe et rédactrice en chef de la revue Jésuite Études, une revue jésuite, pourquoi pas après tout, définissait dans un essai en 1997 trois types de dettes. La dette mutuelle. La dette mutuelle qui engendre un rapport d'interdépendance où le calcul des réciprocités garantit l'équilibre et l'égalité des échanges. Comme l'un dépend de l'autre, il y a un rapport de force égalitaire. D'après l'autrice, il s'agit d'ailleurs du rapport de force le plus courant dans la nature où les espèces vivent généralement en interdépendance. Bon, je sais pas si on peut vraiment parler de dette dans ce cas-là, mais son bouquin il s'appelle L'éthique de la dette, donc vous comprenez bien qu'il fallait à peu près tout analyser sous cet angle-là. Pas de dette égale dette mutuelle. On peut pas vivre seul quoi. Ensuite est définie la dette unilatérale. La dette unilatérale est un rapport créancier-débiteur qui est foncièrement inégalitaire. Elle introduit un rapport de dépendance susceptible de se transformer en rapport de pouvoir. Puisque c'est ce type de dette qu'on rencontre en majorité dans le monde actuel, on va y revenir un peu plus en détail après. Le dernier type de dette, c'est la dette impayable, que Nathalie, ou Natou pour les intimes, définit par la situation où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, et que le créancier ne peut lui-même se résigner à la récupérer. La relation se tend dans un rapport de pouvoir qui ne peut se résoudre que par la violence, en compromettant ainsi définitivement la possibilité de l'échange. Là, on est en plein dans Squid Game. On voit bien l'apparition de la violence, la rupture des relations d'échange, le rapport de force qui se tend jusqu'au point de contraindre jusqu'à l'existence même du débiteur. L'asservissement par la dette. Et attention, ce n'est pas qu'une image. En Grèce antique et à l'époque romaine, j'ai pas de déguisement en fait donc je sais pas ce que je mime, il y avait carrément un système institué pour que quelqu'un qui ne peut pas payer sa dette à son créancier lui soit asservi, jusqu'à être de nouveau capable de le rembourser. Bon, c'est l'Antiquité, ça va, ça compte pas. Ouais, sauf que même aujourd'hui dans le monde, il y a 8 millions de personnes qui sont actuellement réduites à l'état de servitude pour dette. Et ça selon la très sérieuse Organisation internationale du travail, qui dépend de l'ONU. Ce qui en fait la première forme d'esclavage moderne. Mais franchement, est-ce que ça étonne quelqu'un? Ouais, enfin bon, ces joyeux esclaves, ils habitent surtout dans le tiers-monde, en Inde ou en Asie du Sud-Est, et comme dans cette émission, nous respectons scrupuleusement la loi du mort-kilomètre, recentrons immédiatement le sujet sur nos propres ouailles. Alors, quid des prêts étudiants? Nos étudiants endettés, ils arrivent, après leur diplôme, dans la situation numéro 2, c'est-à-dire la dette unilatérale. Ils ont fait un emprunt, ils sont bien obligés de le rembourser, et pour ça, va falloir taffer. Ah ouais, sauf que le temps que le premier emprunt soit remboursé, il va falloir acheter une maison, parce qu'il y a un bébé en route, donc on refait un emprunt. Nos vies de jeunes actifs sont jalonnées d'emprunts de tout type, qui nous conduisent parfois à la prospérité, alors que nos 40 ans sont aussi tassés que le pétou d'un maître artisan rouleur. Bon, et puis c'est pas à 40 ans qu'on va faire la révolution. Ben ouais, parce que si on veut pas basculer de la dette unilatérale à la dette impayable, il faut s'en tenir à certaines règles. Il faut trouver un travail, il faut qu'il paye suffisamment, il faut parfois savoir se taire, rester dans son coin, et même politiquement, on va pas falloir faire de paris un peu astucieux, on va plutôt se rabattre sur des choix rassurants qui vont perpétuer le système tel qu'il fonctionne actuellement, parce que c'est la solution la moins risquée. Pour ne pas sombrer dans un asservissement total, les jeunes actifs choisissent un asservissement doux, consenti, durable. J'ai pas réussi à trouver de figure d'autorité pour appuyer mes propos, mais moi ce que j'ai ressenti en traitant de ce sujet, c'est que l'omniprésence des emprunts et des dettes, c'est un stabilisateur énorme de notre système économique. Comme si chaque emprunt était une petite paire de menottes qui nous reliait à notre grand maître, le capitalisme mondialisé. Comment imaginer vivre autrement si pour régler nos dettes, il faut participer activement à la société de production, la seule à même de fournir les ressources nécessaires au remboursement de celle-ci?
Une dette contractée pour faire ses études n'est pas simplement de l'argent qu'il faut rendre, c'est un engagement à vivre selon les règles de la société libérale. On pourra m'objecter que malgré leur augmentation, les dettes étudiantes ne sont pas la norme en France. Mais il suffit de regarder outre-Atlantique, dont l'enseignement supérieur sert visiblement de modèle à nos gouvernements successifs étant donné toutes les réformes récentes, pour voir que la situation de la dette étudiante, qui concerne 45 millions d'Américains pour plus de 1500 milliards de dollars en 2019, somme qui a triplé en seulement 6 ans, pour se rendre compte que ces questions d'asservissement par la dette sont déjà d'actualité aux États-Unis, et que leur spectre est en train de traverser l'océan Atlantique à vive allure pour débarquer un beau matin sur nos plages de Normandie. Comme à l'époque. Alors oui, si on veut aller plus loin, on a dit au début qu'on écartait la question de la dette publique. Mais quand on parle des dettes des pays du Sud envers les pays du Nord, à votre avis, ça rentre dans quelle catégorie ? Les dettes mutuelles, les dettes unilatérales ou les dettes impayables? Et on a dit que les dettes impayables, elles finissaient forcément par des situations de violence extrême, de rupture des échanges. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de politiciens qui vont nous dire que les dettes impayables, il faut les annuler, si on n'a pas envie que ça finisse comme Squid Game. Il y aura sûrement matière à faire toute une vidéo sur le sujet des rapports de force avec les dettes publiques. En attendant, ce nouvel épisode de Pièces détachées est terminé. Comme d'habitude, je vous embrasse, je vous remercie pour le soutien, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Alcide, votre humble débiteur. Ciao.